Le 20 octobre 1958, notre bataillon était en alerte, une opération se déroulant aux alentours de notre village. 3 autres compagnies attendaient à la sortie du bourg et auprès d'elles stationnaient 12 hélicoptères prêts à décoller au moindre accrochage. Au début de l'alerte déclenchée, vers 6 heures du matin, nous embarquâmes, rations et munitions, dans les camions, en vue d'un départ imminent. Si le signal d'alerte retentissait seulement en début d'après-midi, un repas nous serait servi à l'ordinaire. Ainsi parierons-nous à toute éventualité. Les capitaines des diverses compagnies ainsi que quelques-uns de leurs gradés vinrent aux messes boire un verre sur l'invitation du capitaine. Ceux-ci le surnommaient le Vieux, d'abord à cause de son ancienneté, ensuite parce qu'ils reconnaissaient son courage, son sens du commandement. La matinée s'écoulait paisiblement. L'opérateur radio, à l'écoute sur la fréquence du régiment, apportait toutes les heures les messages transmis entre le PC et les 2 compagnies en opération. Visiblement, les officiers s'inquiétaient car ils pressentaient un coup dur en lisant les messages. Les renseignements recueillis auprès des prisonniers indiquaient la présence d'au moins 100 fels. À peine commencions-nous à déjeuner que l'alerte se déclencha. Chacun se leva précipitamment, sauta dans sa jeep et surya vers sa compagnie. Nous n'étions héliportés qu'en 4e position. L'ordre fut donné de rassembler la compagnie, chaque gradé avalant très vite un morceau de viande et se dirigeant vers sa section. Il ne fallut pas 5 minutes pour embarquer. Nous entendions l'artillerie et l'aviation bombarder une montagne entière. Un quart d'heure plus tard, nous arrivâmes auprès des hélicoptères. Déjà 2 compagnies s'installaient dans les appareils. À peine avions-nous le temps de former les groupes d'embarquement, les ordres se succédaient rapidement. 2e section au commandement, 3e section par groupe de 10. Notre tour vint d'embarquer dans les bananes numérotées de 1 à 12. Les 3 premières étaient effectuées à la 12e section, les 6, 7 et 8e à la 3e section, la 4e pour le reliquat des 2 sections, et la 5e enfin pour nous, c'est-à-dire le groupe de commandement. Les 4 premières s'envolaient déjà lorsque le 5e appareil se posa à 20 mètres de nous, de retour de l'héliportage de la compagnie précédente. Nous courûmes vers la banane. À l'intérieur, un officier tendait la main à chacun pour l'aider à grimper plus rapidement. Le trajet nous parut court, tant nous étions crispés, inquiets, soucieux de connaître ce qu'on nous réservait. Par les hublots, on distinguait le bombardement, et cela ne nous encourageait guère. Après quelques minutes de vol, nous parvînmes sur les lieux d'atterrissage. L'hélicoptère s'immobilisa en sol, stationnaire à environ 2 mètres du sol, l'atterrissage s'avérant impossible sur un terrain recouvert de gros cailloux et de buissons épineux. Il fallait sauter, et très vite, car la fusillade faisait rage. Le caporal se décida le premier, puis le capitaine. Quant au ratio, il fut déséquilibré par son poste 300. J'hésitais à lui tomber dessus lorsque je sentis une main me pousser violemment. Déséquilibré, j'atterris à quelques centimètres du ratio, écorché par les branches, mais sur le moment, je ne sentis pas la douleur. Le radio était tombé lourdement sur une pierre anguleuse et gisait au sol, sans connaissance. L'appareil avança d'1 ou 2 mètres et largua le reste du groupe. Nous étions au sommet d'une crête, la 2e section à notre droite, la 3e à notre gauche.
regroupés autour du capitaine et du radio, toujours étendus sans connaissance. L'ordre nous fut donné de rejoindre une position mieux protégée à une dizaine de mètres de là. En face de nous s'étendait une vallée large de quelque 4 à 500 mètres, elle-même surmontée d'une crête rocheuse plus élevée, dont le sommet culminait à environ une centaine de mètres au-dessus de nous. À une distance de 800 mètres sur cette crête et en particulier sur le versant qui nous faisait face, le bombardement s'intensifiait. Dès l'instant de l'atterrissage, nous avions essuyé un tir violent provenant d'une position distante d'environ 600 mètres. Les autres sections n'étaient guère mieux loties. Le capitaine les appelait sans cesse, cherchant à se faire préciser la position, mais la réponse revenait comme un leitmotiv. Impossible de nous donner des précisions. Nous ne pouvons ni bouger ni évaluer le nombre de nos adversaires. On nous tire dessus de toutes parts. Alors, le capitaine demanda un tir d'artillerie. Le premier coup tomba à peine à 500 mètres de nous. Il ne s'agissait heureusement que d'un obus fumigène destiné à régler le tir. À cet instant, le chef du bataillon appela pour demander au capitaine de lui rendre compte de la situation. Celui-ci lui répondit que pour le moment il était bien incapable de le renseigner et que s'il voulait vraiment savoir ce qui se passait, il n'avait qu'à venir sur place et voir de lui-même. Et il jeta le combiné par terre. Le PC se tenait prudemment à 1 kilomètre derrière nous, bien à l'abri. Le capitaine était fou de rage ce jour-là. Son radio gisait assommé. Ses 2 sections demeuraient clouées au sol et nous ne pouvions même pas lever la tête. Dès que l'un de nous tentait de regagner un abri, une rafale lui interdisait tout mouvement. Sur notre crête, en bordure de la vallée, tout en bas de la pente, une compagnie d'un autre bataillon était encerclée. Nous les entendions à la radio appeler et demander les moyens d'évacuer leurs blessés. Mais les hélicoptères ne pouvaient se poser au milieu de ce cirque infernal. Vers 16 heures, le capitaine reçut l'ordre de resserrer son dispositif et de tenter un assaut afin de dégager la compagnie encerclée. La nôtre occupait 500 mètres de front, mais après le resserrement, plus que 200. Aussitôt, d'autres régiments, en particulier la Légion, nous rejoignirent par hélicoptère. Nous perçûmes un supplément de munitions, car la fusillade durait depuis près de 3 heures. Sans cesse, les bombardements et les T6 se relayaient sur la pente larguant des centaines de bombes et de roquettes. À 17 heures, l'attaque débuta. Après quelques mètres de progression, nous dûmes stopper tant le tir devenait intense et meurtrier. Par petits bonds, les 2 compagnies reculèrent et regagnèrent leur position initiale, sur la ligne de crête. Sur l'autre versant, farouchement, les FEL défendaient leur position. Le FN de compagnie tentait absolument à desserrer l'étau et mit à contribution tous les moyens dont il disposait, plusieurs batteries d'artillerie et 12 avions P-28 et P-26. Mais tous ces engins pilonnaient l'autre versant sans succès et parfois roquettes et obus explosaient à quelques 100 mètres de nous. À 19 heures, à la nuit tombée, le capitaine donna l'ordre d'avancer. Nous progressâmes d'à peine 10 mètres, cette fois-ci, des FEL ayant abandonné leur position première et s'étant rapprochés pour nous accueillir par un air encore plus violent que les précédents. De nouveau, nous reculâmes et de nouveau, le capitaine rendit compte. Nous subirions de très lourdes pertes en insistant. Il fallait toujours attendre le lendemain. À ce moment, les rebelles seraient à court de munitions.
De toute façon, même en cas d'ordre contraire, il n'était pas du tout disposé à renouveler sa tentative, surtout dans l'obscurité.